Bienvenue si vous nous rejoignez pour ce nouveau numéro de décryptage sur Niveau d'Info en République démocratique du Congo. Le Sénat a prononcé le 22 mai dernier la levée de l'immunité parlementaire de Joseph Kabila, une procédure qui ouvre la voie à des poursuites judiciaires contre l'ancien président et sénateur à vie accusé d'être complice du groupe armé M23. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Quelles peuvent être les conséquences de cette levée d'immunité de l'ancien président congolais au regard des accusations? En fait, il était indispensable qu'on passe par cette levée de son immunité parlementaire pour qu'il soit poursuivi. Il a été accusé, c'est vrai, mais à cause de l'immunité parlementaire, on ne pouvait pas le poursuivre directement, raison pour laquelle depuis pratiquement plus d'un mois, le ministre de la Justice avait saisi le procureur militaire, je dis bien le procureur militaire parce qu'on l'oublie un peu, Kabila est aussi un militaire, pour demander effectivement à pouvoir le poursuivre. Il fallait également passer par le Sénat pour lever l'immunité parlementaire et ce que tout le monde attendait, parce que c'est ça aussi, personne n'est surpris, tout le monde s'attendait à ce que son immunité parlementaire soit levée, bien qu'il y a une discussion entre les juristes sur est-ce que c'était le Sénat seul qui devait le faire, ou bien est-ce que c'était le Parlement de façon globale qui devait le faire. Mais ils ont opté pour lever l'immunité à travers le Sénat en considérant que ce n'est pas le président de la République c'est le sénateur qui l'a fait, mais c'est le sénateur qui l'a fait. Donc on lève son immunité parlementaire au niveau du Sénat, ce que les autres bien sûr contestent. Et quels sont les enjeux pour la stabilité politique du pays? Le cas Kabila est-il inédit? Le cas Kabila, on ne peut pas dire véritablement qu'il est inédit. Ce qui fait la particularité, c'est le pourquoi on lève son immunité parlementaire. Régulièrement, on peut lever l'immunité parlementaire d'un député, puisqu'il y a des poursuites à faire. Lui également, il a une immunité parlementaire. La justice, sur le principe de la séparation du pouvoir, ne peut pas aller poursuivre un parlementaire tant qu'on n'a pas levé son immunité. Donc de ce côté-là, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire, s'il faut le dire ainsi. Mais ici, il y a une levée d'une immunité parlementaire de quelqu'un qui, en même temps, est un président de la République. Là, ça devient quelque chose de spécial. La troisième chose qui se mêle à cette affaire, c'est que, qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est de participer à la déstabilisation d'un pays que lui-même, il a dirigé pendant 18 ans. Pire, dans cette déstabilisation, il y a le M23, ce même M23 que Kabila a combattu avec l'appui de la MONUSCO quand il était président de la République. Donc effectivement, quand on met tous ces éléments ensemble, cette levée de son immunité parlementaire devient quelque chose de particulier à côté de l'aspect juridique qui existe, qui est connu. La personnalité de Kabila donne à la chose une autre dimension. Mais il y a un aspect politique qui est là, qui est également indiscutable. Il est responsable d'un parti politique. Bon, ses partisans d'ailleurs disent clairement que tout ce qui est fait est politique, il n'y a rien de juridique dedans. Mais Kabila ne leur facilite pas la tâche. C'est lui qui avait dit qu'il rentre en passant par l'Est. Cette fois-ci, quand il a réagi, les gens disaient qu'il passe par Goma. Cette fois, lui-même, il a dit qu'il va passer par Goma. Pour ceux qui n'ont pas oublié l'histoire, Laurent Désiré Kabila, le père de Kabila dont on parle actuellement, quand il faisait sa conquête du Zaïre à l'époque, mais c'est par l'Est qu'il était passé dans les années 90. Donc quand Kabila dit « je passe là-bas », ceux qui connaissent l'histoire s'interrogent également, est-ce qu'il veut refaire ce que son père avait fait pour venir conquérir Kinshasa? Bon, vous voyez en ce moment que derrière la levée de l'immunité parlementaire, il y a énormément de choses, alors que d'habitude on lève l'immunité parlementaire d'un député parce qu'il a il a maille à partir avec la justice ou bien avec un citoyen, etc. Mais ici, ça dépasse largement ce que l'on a l'habitude de voir. Est-ce qu'il y a eu des preuves ou des éléments qui soutiennent les accusations de complicité avec le groupe armé M23? Si l'on écoute les responsables de la RDC, ils ont cette phrase qu'ils répètent, un ensemble substantiel de documents et de témoignages, plus des faits matériels, qui relient Kabila au M23. Mais ils ne nous les ont pas présentes. Ça, il faut le dire clairement. Maintenant, quand on fait l'analyse
en 2023, Kabila a quitté la RDC pour aller en Afrique du Sud pour étudier. Il est resté silencieux pendant un temps. Après, il a commencé à réactiver son parti politique, le PPRD. Il a commencé à se prononcer, ce qu'il n'avait pas fait pendant fort longtemps. Et quand il écrivait, même quand il ne citait pas le nom du président Félix Tshisekedi, tout le monde sentait que c'est lui qui était visé dans ses propos. D'ailleurs, même sa dernière sortie, c'est la même chose. Il ne l'a pas cité, mais bon, quand tu vois comment il décrit ce pays comme une dictature, etc., tout le monde sait que ça s'adresse au président Félix Tshisekedi. Un autre élément troublant, Corneille Nangaa. Tout le monde connaît Corneille Nangaa comme un proche allié de Kabila. Il ne faut pas oublier que celui qui avait dirigé la CENI, et son élection même avait créé énormément de problèmes à l'époque. Tout le monde disait qu'il est trop proche de Kabila pour pouvoir diriger cette CENI de façon indépendante. Corneille Nangaa est du côté également des rebelles. Kabila lui-même, à un certain moment, c'est lui qui a fait sa déclaration pour dire « je passe par l'Est ». L'Est qui était occupé par les rebelles. Il lui reproche également le fait qu'on ne l'ait jamais entendu condamner le M23, ni le Rwanda qui indiscutablement soutient le M23 dans ce combat. Donc c'est ces éléments qui sont là, qui sont des éléments, je ne dirais pas clairs, mais compromettants pour Kabila. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont comme fait matériel, comme ils disent? Certainement, un procès les obligera à nous les montrer pour qu'on voit davantage et de façon plus concrète la responsabilité de Joseph Kabila. Et quelles seraient, selon vous, les répercussions possibles si Joseph Kabila était effectivement poursuivi par la justice? Les répercussions sont déjà là. On est en train de saisir ses biens, puisqu'il y a eu des perquisitions chez lui, on est en train de saisir ses biens. Il a perdu son immunité parlementaire, il y a déjà cela. Maintenant, là où ça risque de poser plus de problèmes, Kabila se dit partisan de la solution par la négociation. N'oubliez pas que pour cela, il a même signé avec les Fayoulou et autres un document disant qu'il faut résoudre le problème par la négociation, y compris une négociation avec le Rwanda. Bien que les autres n'ont pas exactement les mêmes positions, les Fayoulou et autres, tout le monde connaît leur attitude, ils dénoncent le M23, tout le monde se demande même comment ils vont pouvoir aller ensemble quand on est en train de soupçonner Kabila d'être du côté du M23, parce que c'est ce qu'on dit, pour lever son immunité parlementaire, c'est ce qu'ils ont dit. Ils parlent de participation directe au M23. C'est ça qui est la base de la levée de l'immunité parlementaire. Maintenant, l'autre élément, c'est Kabila représente quoi aujourd'hui? Quand il n'est plus président de la République. Est-ce qu'il a des hommes? Est-ce qu'il a des soutiens? Est-ce qu'il a à l'intérieur de la RDC de quoi pouvoir soit participer à la solution, soit participer à la déstabilisation? En tout cas, vous avez entendu le porte-parole du gouvernement qui dit de façon claire que Kabila ne représente absolument rien du tout aujourd'hui. Il ne peut apporter absolument rien. Mais tout ça, on ne peut pas le savoir tout de suite. C'est en fonction des actions de Kabila et de l'attitude des citoyens de la RDC qu'on saura est-ce que Kabila peut représenter un danger supplémentaire, c'est-à-dire ajouter à la déstabilisation, parce que celui qui est en train d'être poursuivi, je ne le vois pas participer à la solution qui va être envisagée. Dans le Congo, dans une RDC actuelle, pensez-vous que cette décision du Sénat vis-à-vis de Joseph Kabila pourrait ouvrir la voie à d'autres poursuites contre des figures politiques dans le pays? Ce qui est sûr, c'est que quand on ouvre la voie à Dame Justice, il y a ce qu'on appelle des éléments nouveaux. Mais qui sera poursuivi? Bon, pour le moment, je ne vois pas. C'est pourquoi j'ai dit le ministre de la Justice, garde des Sceaux, est également dans le viseur de la justice. Oui, mais pour d'autres choses. Pour d'autres éléments, parce qu'ici, quand on parle de la question du nord et du sud du Kivu, du M23, etc., c'est un cas à part. Le ministre de la Justice est poursuivi. Lui également, il n'est pas dans la même posture que Kabila, mais souvent, dans nos États, quand on est ministre, pour être poursuivi, il faut passer par la haute cour de justice. Il y a ce qu'ils ont une juridiction j'allais dire de préférence, parce que moi, c'est comme ça que je l'appelle, et je suis contre ces juridictions. Quand on a occupé de hautes fonctions, c'est celui-là qui doit être jugé dans les juridictions les plus ordinaires. Parce qu'on lui a donné, on l'a mis dans toutes les conditions pour qu'il puisse être un exemple et pas
le contraire. Mais bien sûr, son cas, je ne crois pas que les gens vont le regarder aujourd'hui, parce que je ne crois pas que la priorité aujourd'hui, c'est de s'en prendre au ministre de la Justice. La priorité, c'est plutôt de savoir comment maîtriser cette affaire de Kabila, parce que, je l'ai dit tout à l'heure... Justement, dans l'affaire Kabila, est-ce qu'il y aura un procès? Il peut y avoir un procès même en son absence, puisqu'on peut condamner quelqu'un, même en son absence, on peut condamner quelqu'un par contumace. Il peut être condamné sur cette base-là, parce que même au moment de la levée de l'immunité, en principe, il devrait lui-même pouvoir se défendre pour refuser qu'on lève son immunité. Mais bon, Kabila n'est pas fou pour venir à RDC dire je vais me défendre contre la levée de mon immunité parlementaire. Il donnera aux gens l'occasion de l'attraper, et certainement les perquisitions. Les gens se disaient peut-être il est dans une de ces maisons éventuellement pour pouvoir l'attraper. Je ne crois pas qu'il va prendre ce risque-là pour le moment. Mais quels sont les enjeux pour son avenir politique? Il est quand même accusé de crimes contre l'humanité et des liens présumés avec des groupes armés dont le M23. Son avenir politique va dépendre de plusieurs choses. Ce qui est sûr, c'est que si on regarde les 2 dernières élections qui se sont passées, Kabila, d'un point de vue électoral, ne semble pas représenter grand-chose. C'est vrai que au niveau des élections sénatoriales et autres, son parti avait boycotté. C'est pourquoi quand vous regardez au niveau du Sénat, c'est du 85 pour, 5 contre. 88 plutôt pour, 5 contre, puisqu'il n'y a pas de pro-Kabila pratiquement là-bas. Ils avaient boycotté les élections. Donc sur ce plan-là, ils n'avaient pratiquement pas quelque chose à pouvoir gagner. Dans la situation actuelle, est-ce que ces partisans sont prêts à le suivre avec Corneille Nangaa et le M23? Ou bien les gens vont se dire, attendez, il y a un problème national qui se pose, il y a notre pays qui est en guerre contre un groupe armé, aidé par un autre pays étranger. Généralement, en ce moment, on appelle au sursaut national. C'est-à-dire, mettons-nous ensemble. Il y a également la médiation de l'Église catholique et de l'Église protestante, que d'ailleurs Kabila appuie, tout comme une bonne partie des opposants au niveau du pays. Une médiation qui a déjà réussi même à rencontrer l'essentiel des acteurs, parce qu'eux, ils ont fait une médiation véritablement inclusive. On les avait critiqués au départ, ils ont eu raison sur tout le monde aujourd'hui, parce que le pouvoir qui refusait de négocier avec le M23 a fini par accepter de le faire, et eux, ils avaient dit qu'il fallait rencontrer tout le monde pour pouvoir trouver une solution. Est-ce que peut-être ce n'est pas par là qu'on pourra trouver une solution pour la RDC, mais éventuellement également pour Kabila, parce que si c'est avec le pouvoir, c'est clair que les gens vont vers un procès, certainement vers un mandat d'arrêt international, etc. Bon, si c'est avec le pouvoir, Kabila risque de ne pas avoir d'avenir tant que Tshisekedi sera au pouvoir à RDC. Et après la levée de son immunité parlementaire, l'ancien président, aujourd'hui sénateur, dénonce quant à lui une manœuvre politique. Oui, sa sortie est très claire, c'est une manœuvre politique, il y a une dictature, on veut s'en prendre à lui. Bon, mais c'est de bonne guerre. Ça aurait été étonnant qu'il dise quelque chose d'autre. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans cette sortie, il dit qu'il va à Goma. Bon, comme si on te soupçonne d'être avec des gens, tu décides de venir démontrer que je suis avec ces gens, puisque comme tout le monde le sait, Goma aujourd'hui est entre les mains du M23. Kabila, il va à quel titre? Un citoyen ordinaire, un ancien président de la République. Mais le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, la formation politique de Joseph Kabila, a confirmé sur Médias International que le leader du parti est actuellement à Goma. Oui, mais on n'a pas encore les preuves physiques. N'oubliez pas que ce qui a déclenché tout ça, c'était je vais retourner à RDC en passant par une tentative peut-être pour détourner les regards. Pas seulement pour détourner les regards, c'est lui qui l'avait dit. Et à un certain moment, certains avaient dit il est à Goma. Pour rencontrer des personnalités politiques et de la société civile. Ah non, mais on avait dit il est à Goma, mais comme il est dans la zone où se trouvent les rebelles, on considère qu'il est en situation de soutien et d'appui aux rebelles. Si finalement, après, ils ont démenti, ces partisans, non, ils n'y étaient pas, il y était, on n'a pas d'éléments clairs sur cette affaire-là. Sauf si on nous sort, comme j'ai dit tout à l'heure, les faits matériels dont parle le pouvoir. Parce qu'il y a finalement une discussion sur est-ce qu'il a été à Goma ou pas. Cette fois-ci, il a dit il y va. Si les membres de son parti disent qu'il est là-bas... Il y est déjà. Mais ça veut dire ça fait 2-3 versions différentes. Bien sûr, mais ça veut dire cette fois-ci que la levée parlementaire va avoir un argument supplémentaire, même si ça va être un argument
a posteriori sur le fait de lever l'immunité parlementaire de Kabila. Je ne crois pas que ça fasse l'affaire de Kabila, sauf s'il est véritablement avec le M23 en faisant ce que l'ancien président centrafricain avait fait également avec le CPC. Il était allé, quand ça a chauffé, se mettre du côté des rebelles avant de quitter pour aller au Tchad et d'aller ensuite en Guinée-Bissau. Et quelle est la situation actuellement dans l'est du pays? La situation reste instable, puisque quand on regarde ce qui s'est passé depuis la reprise avec le M23, il faut le dire clairement, la RDC est en difficulté parce que le M23 ne cesse de conquérir des territoires dans cette zone, y compris Bukavu et Kivu, qui sont quand même deux espaces extrêmement importants au nord Kivu et au niveau du sud Kivu. Il y a eu les négociations à travers l'Angola d'abord, qui a été cédé actuellement au Togo. Il y a eu les négociations avec les Américains. Il y a eu la facilitation de la France. Il y a la négociation avec le Qatar. On parle tout le temps d'accords de principe pour un cessez-le-feu, mais de façon concrète, ce cessez-le-feu n'a pas encore été signé, ce qui fait que de temps en temps, il y a des affrontements, soit entre les factions, soit entre l'armée et le M23. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.